Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DALF, niveau C2, du cadre européen commun de référence pour les langues. Domaine sciences, épreuve de compréhension et de production orale. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 15 minutes environ. Vous écouterez une première fois l'enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Vous êtes invité à prendre des notes. Vous aurez ensuite 3 minutes de pause. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez alors 1 heure pour préparer votre intervention. Cette intervention se fera en 3 parties. Présentation du contenu du document sonore, développement personnel à partir de la problématique proposée dans la consigne, débat avec le jury. Première écoute. Les médecins et les patients dans la même galère. La médecine moderne dominée par le marché serait à l'origine de relations totalement bouleversées entre médecins et patients, entraînant un écart de plus en plus grand entre les sciences biomédicales et le soin individualisé. Tel est en tout cas le postulat de mon invité, qui est médecin généraliste, enseignant à l'université, écrivain, passionné d'histoire des sciences et d'anthropologie, et qui est l'auteur aux éditions Le Pommier des nouveaux paradoxes de la médecine. Luc Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est quoi au fond un médecin généraliste aujourd'hui ? Alors on va essayer de faire simple, de trouver une métaphore. C'est celui qui est le plus apte à faire la passerelle entre les sciences biomédicales et le soin individualisé. Voilà, le soin clinique ? Le soin individualisé, c'est-à-dire que j'adapte ma connaissance des sciences biomédicales actuelles, qui sont, comme vous le savez, qui ont fait d'énormes progrès. Oui. Je l'adapte au cas qui est devant moi et je tiens compte de l'expertise que j'ai moi, de la clinique et de l'expertise de l'individu que j'ai en tant que praticien. J'ai une expertise de l'individu. Et je dois faire la passerelle entre les deux. Entre les deux, empêcher que l'un déborde sur l'autre et que l'autre déborde sur l'un. C'est un art difficile. Ouais. Alors justement, pourquoi est-ce que vous mettez les médecins et les patients dans la même galère, Luc Perrineau ? Alors, les patients, se plaignent du manque d'individualisation du soin. C'est la plainte, j'allais dire, constante. Quoi que vous lisiez sur la médecine, tous les essais que vous lisiez sur la médecine, c'est effectivement cette séparation qu'il y a entre le soin individualisé et les sciences biomédicales. Ils s'en plaignent. Mais les patients ne sont pas les seuls, en fait. Les médecins aussi. Les médecins se rendent compte que justement, il est de plus en plus difficile de retrouver son patient au niveau d'une vérité scientifique. Donc, la souffrance est la même des deux côtés du stéthoscope, comme je dis souvent. Alors, la souffrance des médecins, on peut pas la comparer à celle du patient, bien sûr, qui lui est un profane. Et puis, le médecin, il compense cette souffrance parce que ça lui rapporte. C'est son avantage. Voilà, c'est son avantage. C'est cette difficulté qu'il y a, cette multiplication des actes, lui rapporte financièrement. Donc, il est plus discret, sans doute, dans sa contestation du système, tout simplement parce qu'il y a un avantage. Il faut être réaliste dans la vie, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Donc, mais les deux, il y a une souffrance des deux côtés. Et c'est d'ailleurs sans doute parce que le médecin est subordonné de fait à cette prépondérance du marché, à cette prépondérance des biais. Ça, c'est vraiment la raison principale qui explique cette situation aujourd'hui de la médecine moderne ? Je pense que là, on est arrivé à un point critique. On est arrivé à un point critique sur la prépondérance du marché dans la formation de la pensée médicale. Non pas seulement dans la pensée, dans la formation de la pensée médicale. Alors justement, l'idée de l'histoire des sciences, c'est de pouvoir dérouler un peu le fil pour comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire. Oui, évidemment. Pourquoi on en est arrivé là ? Alors là, c'est vraiment du travail d'historien. En tout cas, moi, je vois quelques raisons majeures. Il faut essayer de se placer. Alors, je simplifie l'histoire. Évidemment, quand on fait de l'histoire, on résume beaucoup. Il faut simplifier avant ce que les historiens appellent la révolution pastorienne et après. Alors, révolution pastorienne, ça englobe, en gros, pendant Pasteur puis après, puisque j'inclus les antibiotiques dedans, vaccin, hygiène, antibiotiques. Ça, c'est la grande triade magique qui a fait que la médecine est passée de l'ère préhistorique à l'ère moderne, soyons clairs. Et donc, cette triade a fait gagner, en gros, 20 années d'espérance moyenne de vie à la naissance à tous les peuples occidentaux. Et donc là, c'était assez clair, on avait trouvé la cause principale des maux. C'était des ennemis externes. Très identifiables. On les a identifiés, Pasteur les a identifiés, beaucoup d'autres, Koch, tout le monde les a identifiés. Et puis après ça, la médecine, c'était le miracle. Les gens ont commencé à croire à la médecine. Et puis après,
la médecine s'est presque trouvée face à une crise d'identité. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et donc tout s'est inversé. Avant, c'était les patients qui apportaient leurs plaintes, leurs souffrances, leurs blessures aux médecins, à la médecine. Ils apportaient leurs plaies de guerre, ils apportaient ça. Et après, ça s'est fait en quelques années, le paradigme, pour employer un grand mot, enfin, tout s'est inversé. C'est la médecine qui a apporté des sujets de plainte aux patients. Il faut insister là-dessus parce que c'est une inversion complète. Aujourd'hui, ce ne sont plus les maladies qui créent la médecine, c'est la médecine qui crée les maladies. Je simplifie un peu, assez grossier, excusez-moi, on a peu de temps. Et donc, tout s'est inversé. Donc aujourd'hui, on confond encore facteurs de risque et maladies. Ça n'est pas la même chose. Vous parlez ensuite d'une véritable crise identitaire de la médecine après cette période. Pourquoi exactement? Alors, si vous voulez, les médecins qui avaient, on va dire en gros, toujours été moqués, parce que finalement ils échouaient tout le temps. Hein. Si on lit l'histoire de la médecine, c'est un peu lamentable, même comme la médecine échouait tout le temps. Alors quand je dis médecine, je ne dis pas chirurgie, hein, c'est un peu différent. Hein. La médecine seule ne réussissait pas, et ils étaient moqués. Et là, il s'est quand même passé quelque chose qui était extraordinaire, c'est que là, du jour au lendemain, on a quand même enrayé les plus graves maladies, on a contribué à l'hygiénisme, à l'hygiène, et donc l'histoire pouvait s'achever. Hein, l'histoire pouvait s'achever. On avait vaincu tout ce dont on avait le plus peur. Et donc, il fallait trouver autre chose. Donc, c'est un peu une crise identitaire, j'exagère peut-être en disant ça, mais bon, maintenant, on va chercher les moyens de vivre encore plus et encore mieux, encore plus longtemps. Et ça, c'était pas évident, donc il fallait trouver. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a débordé les médecins, je crois. C'est une énorme révolution technologique. Donc là, on se place en gros au milieu du XXe siècle. Voilà, milieu. Et ça, c'était trop brutal. Ça a été trop brutal parce que, si vous voulez, les médecins avaient construit leur science clinique et diagnostique. C'était leur privilège. Le diagnostic était le privilège des médecins. Ils l'avaient très bien bâti, toutes les méthodes anatomocliniques, Laennec, Charcot. Ils avaient bâti ça minutieusement pendant 2 siècles, on va dire. Et brutalement, la technologie les déborde complètement. Elle leur donne sur un plateau... Il y a trop de données, quoi, au fond. Hein. Elle leur donne sur un plateau tout ce qu'ils ont mis 2 siècles à bâtir. C'est tout fait. En gros, on n'a plus besoin de vous, quoi. En gros, on n'a plus besoin de vous. Donc, ils avaient vaincu les épidémies, enfin les maladies infectieuses en grande partie, et le diagnostic qui était leur seule fierté, en fin de compte, parce que ça avait été élaboré vraiment minutieusement par la science médicale pure. On peut se passer de vous. Donc, ça a été vraiment une crise identitaire. Je crois on peut l'analyser comme ça d'un point de vue historique. Oui. Donc, on a été surpassé au fond par la connaissance du corps humain, parce que c'était ça. On avait tous les outils pour aller à l'intérieur du corps, et on en bénéficie encore très largement aujourd'hui, évidemment, puisque la technologie s'améliore d'année en année. Voilà. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on est encore victime d'ailleurs de ce trop-plein d'informations? Alors, les 2 victimes sont effectivement les patients qui sont sans doute inondés d'analyses et d'examens dont ils n'ont pas besoin, et les médecins qui ne savent plus gérer cet afflux d'informations qui n'a bien sûr souvent plus de rapport avec ce qu'on appelle les données, les fameuses données cliniques. D'accord, j'ai cette analyse, j'ai cette image, mais mon patient, lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est ça qui compte. Oui. Voilà. Et donc l'écart entre les deux se creuse de plus en plus. Oui. Parlons du pouvoir des médecins d'ailleurs aujourd'hui, par rapport précisément au marché. Ce pouvoir a complètement changé. Alors vous parlez du pouvoir des médecins ou du pouvoir de la médecine? Du pouvoir des médecins par rapport aux patients précisément. Alors la médecine a un énorme pouvoir. Puisqu'on est en train de faire de notre société une société qui est malade de façon permanente. Hein. Donc la médecine s'est imposée au sens où on a toujours besoin d'elle, puisqu'il y a une omniprésence de la maladie. Hein. Plus une société est objectivement en bonne santé, plus la maladie est omniprésente. Ça, c'est intéressant quand même. Alors, d'un point de vue de la médecine, on peut considérer que c'est un échec puisqu'on a raté le but, puisque tout le monde est toujours malade. Oui. Par contre, c'est un succès au niveau commercial, puisque vous avez en permanence une augmentation de l'offre et de la demande. Ouais. Donc pourquoi, justement, en raison de quoi? De la technologie, précisément aussi, par rapport aux outils qui nous sont donnés? Parce que je crois qu'il y a une demande... il y a une demande de la part du public de ne jamais être malade. On doit jamais tomber malade. Et puis il y a une offre considérable de projets pour ne jamais tomber malade. Hein. On vous propose des tas de solutions pour ne jamais tomber malade. Prenez ça, vous n'aurez jamais d'accident cardiaque. Prenez ça, vous n'aurez jamais de maladie neurodégénérative. Et prenez ça, entre guillemets, vous ne mourrez jamais. Donc là, c'est très vendeur. Ça, c'est très vendeur. Donc forcément, quand vous avez un énorme marché, vous avez un énorme pouvoir. Devant les décideurs, simplement. Il faut savoir que le marché de la sanitaire dans les pays occidentaux, je crois que c'est 10 ou 11% du PIB. Donc, par rapport aux décideurs politiques,
on n'est jamais négligeable quand on offre un tel marché. Dominique nous dit ceci, est-il possible un jour que les médecins puissent avoir devant eux non pas un patient ou pire un malade, mais une personne à part entière, une personne qui a une maladie et non quelqu'un qui est malade? Avoir une maladie est bien différent d'être malade. Quand les médecins nous aideront-ils à sortir de cet état d'être? Ça, c'est la question, donc c'est ce que l'on disait au début de l'émission, c'est tout l'écart qui va en se creusant entre les sciences biomédicales et le soin individualisé. Notre but de praticien, c'est d'améliorer le soin individualisé, sans bien sûr dénigrer jamais la science dont on a besoin, et en remettant toujours le patient au centre du problème clinique, parce que il y a quand même au départ une plainte en théorie, bien que maintenant la majorité des pathologies décrétées par la médecine sont sans plainte. Mais au départ, quand on voit un patient, c'est parce qu'à l'origine, il y avait une plainte et on doit s'attacher à cette plainte et à rien d'autre. On a quand même une drôle de relation avec notre organisme aujourd'hui, Luc Perrineau, dans nos pays occidentaux en particulier, parce qu'on considère que l'organisme est potentiellement un ennemi. Voilà. Alors là, c'est très intéressant. C'est toujours, on peut faire le rapport toujours avec la révolution pasteurienne. L'ennemi était externe, il est devenu interne. Ouais. Chaque protéine, chaque gène, chaque synapse, chaque métabolisme est un ennemi potentiel qui va un jour dysfonctionner. C'est intéressant d'un point de vue philosophique et je trouve ça passionnant. On n'a que des ennemis internes en nous. Ils sont en nous. On les recherche toujours, même s'ils ne doivent jamais se manifester. On est à l'affût de celui qui va nous... Luc Perrineau, vous évoquez cette notion intéressante de porteur sain. Ça poursuit cette idée justement que l'organisme est potentiellement un ennemi, en tout cas qu'on l'envisage mal. Voilà. Alors la notion de porteur sain, c'est très intéressant parce que on s'est rendu compte très vite qu'on avait en nous énormément de microbes pathogènes, mais qui ne donnaient pas de maladie. Et donc ça, c'est intéressant parce que là, on est dans la médecine évolutionniste. C'est-à-dire qu'on peut vivre en équilibre avec plein d'ennemis, même externes, qui deviennent internes. On peut vivre en équilibre. Et alors, dans le cancer, on aurait dû intégrer cette notion de porteur sain. C'est-à-dire que l'individu, et vous comme moi, au moment où je vous parle, nous sommes porteurs sains de nombreuses cellules cancéreuses. Ouais. Vous comme moi j'en suis certain, vous peut-être, je ne sais pas, moi j'en suis certain. Nous sommes porteurs de cellules cancéreuses, mais nous sommes des porteurs sains de cellules cancéreuses. Donc c'est intéressant d'intégrer cette notion. Ouais. On peut être porteur sain. Est-ce qu'on admet cette idée aujourd'hui? Les médecins comme les patients, d'ailleurs, on a du mal à admettre ça. Ça, c'est très difficile à faire admettre. Quand on dit ça, on passe pour un marginal, on passe pour un irresponsable, comme on m'a dit souvent, parce que si on dénigre l'idée que le cancer, à partir du moment où il a mis sa première cellule dans l'organisme, va irrémédiablement et inéluctablement entraîner une mort atroce dans les mois ou années qui suivent, si on conteste cette idée, on est un irresponsable. Alors qu'au contraire, il faut se dire, mais non, soyons sereins par rapport à ça. Nous sommes un organisme qui est un écosystème complexe lui-même et qui est porteur sain de beaucoup de choses potentiellement dangereuses, comme des microbes, des cellules cancéreuses. Alors là, il y a un vrai problème éthique avec ça, avec les outils d'ailleurs, parce que avec le dépistage précoce et le fait de pouvoir de plus en plus précocement détecter des cellules cancéreuses, alors que peut-être que ces cellules ne développeront jamais de pathologie grave, on est face à un vrai problème. Parce que est-ce qu'il faut informer les gens très tôt, et en tout cas les outils le permettent aujourd'hui? Alors je dirais que par rapport à ça, on est devant un problème absolument insoluble. Pour des raisons politiques, éthiques, démagogiques, commerciales, mercatiques, tout ce que vous voulez. Mon petit cerveau n'y suffira pas, j'y arriverai pas. Vous avez peut-être des pistes à nous livrer quand même. J'ai des pistes, mais... il y a surtout des exemples très particuliers. On est devant un problème insoluble parce que vous ne pouvez pas faire comprendre à quelqu'un, et c'est toujours très douloureux même par rapport aux patients de dire ça, quelqu'un par exemple qui a eu un dépistage du cancer du sein, on va dire, les plus emblématiques, ou de la prostate, peu importe. On lui a trouvé des cellules cancéreuses dans son organe, dans son sein, dans sa prostate. On lui a enlevé, ce qu'il fallait faire, évidemment. Une fois qu'on les a trouvés, il vaut mieux les enlever, c'est normal. Et il n'a plus rien et il se considère comme guéri. Et vous ne pouvez pas lui faire admettre, c'est impossible à admettre au niveau mental, au niveau personnel, que peut-être si on n'avait pas fait de dépistage, qu'on n'avait rien fait, il serait dans le même état. C'est impossible à faire comprendre, y compris aux médecins, y compris aux grands universitaires. On doit chercher la cellule cancéreuse, on doit la traquer, on doit l'enlever. Alors, alors aujourd'hui, c'est déjà, on est arrivé à un point critique au niveau de la relation médecine-société, on est arrivé à un vrai point critique, mais je pense que ça va être un moment très grave et ça va peut-être se régler tout seul. C'est qu'actuellement, on est capable, par exemple, de dépister, les cellules tumorales circulantes.
c'est-à-dire dans le sang. C'est-à-dire qu'on va vous faire une prise de sang au laboratoire, c'est déjà pratiquement opérationnel, pas tout à fait, mais presque, et on va trouver les cellules cancéreuses circulantes. C'est-à-dire qu'en gros, je peux vous prédire à peu près avec certitude que dans moins de 20 ans, il n'y aura plus une personne vivante dans ce pays qui ne sera pas porteuse d'un cancer. Ouais. Donc là, il faudra peut-être prendre une décision au niveau de notre sécurité sociale pour pas se mettre à donner de la chimiothérapie à tous ces gens-là. Là, on aura un problème financier qui va apparaître. C'est un problème crucial aujourd'hui. C'est un problème majeur, mais il y a derrière ça aussi un pouvoir marchand considérable et le plus mauvais aspect de nos démocraties, hélas, qui est la démagogie. Le plan cancer, c'est très démagogique, on ne peut pas s'en passer. Imaginez qu'on dise on arrête les dépistages de masse aujourd'hui, ce qui serait scientifiquement sans doute pas une mauvaise chose, j'ose pas dire une bonne, mais je dirais pas une mauvaise, mais d'un point de vue politique démagogique, c'est inacceptable. Merci Luc Perrineau pour ce mot de fin de cette émission. Bon retour à Lyon, merci d'être venu. Fin de la première écoute. Deuxième écoute dans 3 minutes. Seconde écoute. Les médecins et les patients dans la même galère. La médecine moderne, dominée par le marché, serait à l'origine de relations totalement bouleversées entre médecins et patients, entraînant un écart de plus en plus grand entre les sciences biomédicales et le soin individualisé. Tel est en tout cas le postulat de mon invité, qui est médecin généraliste, enseignant à l'université, écrivain, passionné d'histoire des sciences et d'anthropologie, et qui est l'auteur aux éditions Le Pommier des nouveaux paradoxes de la médecine. Luc Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est quoi au fond un médecin généraliste aujourd'hui ? Alors on va essayer de faire simple, de trouver une métaphore. C'est celui qui est le plus apte à faire la passerelle entre les sciences biomédicales et le soin individualisé. Voilà, le soin clinique ? Le soin individualisé, c'est-à-dire que j'adapte ma connaissance des sciences biomédicales actuelles, qui sont, comme vous le savez, qui ont fait d'énormes progrès, oui. Je l'adapte au cas qui est devant moi et je tiens compte de l'expertise que j'ai moi, de la clinique et de l'expertise de l'individu que j'ai en tant que praticien. J'ai une expertise de l'individu. Et je dois faire la passerelle entre les deux. Entre les deux, empêcher que l'un déborde sur l'autre et que l'autre déborde sur l'un. C'est un art difficile. Ouais. Alors justement, pourquoi est-ce que vous mettez les médecins et les patients dans la même galère, Luc Perrineau ? Alors, les patients, se plaignent du manque d'individualisation du soin. C'est la plainte, j'allais dire, constante. Quoi que vous lisiez sur la médecine, tous les essais que vous lisiez sur la médecine, c'est effectivement cette séparation qu'il y a entre le soin individualisé et les sciences biomédicales. Ils s'en plaignent. Mais les patients ne sont pas les seuls, en fait. Les médecins aussi. Les médecins se rendent compte que justement, il est de plus en plus difficile de retrouver son patient au niveau d'une vérité scientifique. Donc, la souffrance est la même des deux côtés du stéthoscope, comme je dis souvent. Alors, la souffrance des médecins, on peut pas la comparer à celle du patient, bien sûr, qui lui est un profane. Et puis, le médecin, il compense cette souffrance parce que ça lui rapporte. C'est son avantage. Voilà, c'est son avantage. C'est cette difficulté qu'il y a, cette multiplication des actes, lui rapporte financièrement. Donc, il est plus discret, sans doute, dans sa contestation du système, tout simplement parce qu'il y a un avantage. Il faut être réaliste dans la vie, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Donc, mais les deux, il y a une souffrance des deux côtés. Et c'est d'ailleurs sans doute parce que le médecin est subordonné de fait à cette prépondérance du marché, à cette prépondérance des biais. Ça, c'est vraiment la raison principale qui explique cette situation aujourd'hui de la médecine moderne ? Je pense que là, on est arrivé à un point critique. On est arrivé à un point critique sur la prépondérance du marché dans la formation de la pensée médicale. Non pas seulement dans la pensée, dans la formation de la pensée médicale. Alors justement, l'idée de l'histoire des sciences, c'est de pouvoir dérouler un peu le fil pour comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire. Oui, évidemment. Pourquoi on en est arrivé là ? Alors là, c'est vraiment du travail d'historien. En tout cas, moi, je vois quelques raisons majeures. Il faut essayer de se placer. Alors, je simplifie l'histoire. Évidemment, quand on fait de l'histoire, on résume beaucoup. Il faut simplifier avant ce que les historiens appellent la révolution pastorienne et après. Alors, révolution pastorienne, ça englobe, en gros, pendant Pasteur puis après, puisque j'inclus les antibiotiques dedans, vaccin, hygiène, antibiotiques. Ça, c'est la grande triade magique qui a fait que la médecine est passée de l'ère préhistorique à l'ère moderne, soyons clairs. Et donc, cette triade a fait gagner, en gros, 20 années d'espérance moyenne de vie à la naissance à tous les peuples occidentaux. Et donc là, c'était assez clair, on avait trouvé la cause principale des maux. C'était des ennemis externes. Très identifiables. Identifiables, on les a identifiés, Pasteur les a identifiés, beaucoup d'autres, Koch, tout le monde les a identifiés. Et puis après ça, la médecine, c'était le miracle. Les gens ont commencé à croire à la médecine. Et puis après,
la médecine s'est presque trouvée face à une crise d'identité. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et donc, tout s'est inversé. Avant, c'était les patients qui apportaient leurs plaintes, leurs souffrances, leurs blessures aux médecins, à la médecine. Ils apportaient leurs plaies de guerre, ils apportaient ça. Et après, ça s'est fait en quelques années, le paradigme, pour employer un grand mot, enfin, tout s'est inversé. C'est la médecine qui a apporté des sujets de plainte aux patients. Il faut insister là-dessus parce que c'est une inversion complète. Aujourd'hui, ce ne sont plus les maladies qui créent la médecine, c'est la médecine qui crée les maladies. Je simplifie un peu, assez grossier, excusez-moi, on a peu de temps. Et donc, tout s'est inversé. Donc aujourd'hui, on confond encore facteurs de risque et maladie. Ça n'est pas la même chose. Vous parlez ensuite d'une véritable crise identitaire de la médecine après cette période. Pourquoi exactement ? Alors, si vous voulez, les médecins qui avaient, on va dire en gros, toujours été moqués, parce que finalement ils échouaient tout le temps. Hein. Si on lit l'histoire de la médecine, c'est un peu lamentable, même comme la médecine échouait tout le temps. Alors quand je dis médecine, je ne dis pas chirurgie, hein, c'est un peu différent. Hein. La médecine seule ne réussissait pas, et ils étaient moqués. Et là, il s'est quand même passé quelque chose qui était extraordinaire, c'est que là, du jour au lendemain, on a quand même enrayé les plus graves maladies, on a contribué à l'hygiénisme, à l'hygiène, et donc l'histoire pouvait s'achever. Hein, l'histoire pouvait s'achever. On avait vaincu tout ce dont on avait le plus peur. Et donc, il fallait trouver autre chose. Donc, c'est un peu une crise identitaire, j'exagère peut-être en disant ça, mais bon, maintenant, on va chercher les moyens de vivre encore plus et encore mieux, encore plus longtemps. Et ça, c'était pas évident, donc il fallait trouver. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a débordé les médecins, je crois. Qui a débordé les médecins. C'est une énorme révolution technologique. Donc là, on se place en gros au milieu du XXe siècle. Voilà, milieu. Et ça, c'était trop brutal. Ça a été trop brutal parce que, si vous voulez, les médecins avaient construit leur science clinique et diagnostique. C'était leur privilège. Le diagnostic était le privilège des médecins. Ils l'avaient très bien bâti, toutes les méthodes anatomocliniques, Laennec, Charcot. Ils avaient bâti ça minutieusement pendant 2 siècles, on va dire. Et brutalement, la technologie les déborde complètement. Elle leur donne sur un plateau... Il y a trop de données, quoi, au fond. Hein. Elle leur donne sur un plateau tout ce qu'ils ont mis 2 siècles à bâtir. C'est tout fait. En gros, on n'a plus besoin de vous, quoi. En gros, on n'a plus besoin de vous. Donc, ils avaient vaincu les épidémies, enfin les maladies infectieuses en grande partie, et le diagnostic qui était leur seule fierté, en fin de compte, parce que ça avait été élaboré vraiment minutieusement par la science médicale pure. On peut se passer de vous. Donc, ça a été vraiment une crise identitaire, je crois. On peut l'analyser comme ça d'un point de vue historique. Oui. Donc, on a été surpassé au fond par la connaissance du corps humain, parce que c'était ça. Sûr, on avait tous les outils pour aller à l'intérieur du corps, et on en bénéficie encore très largement aujourd'hui, évidemment, puisque la technologie s'améliore d'année en année. Voilà. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on est encore victime d'ailleurs de ce trop-plein d'informations mais les 2 victimes sont effectivement les patients qui sont sans doute inondés d'analyses et d'examens dont ils n'ont pas besoin, et les médecins qui ne savent plus gérer cet afflux d'informations, qui n'a bien sûr souvent plus de rapport avec ce qu'on appelle les données, les fameuses données cliniques. D'accord, j'ai j'ai cette analyse, j'ai cette image, mais mon patient, lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est ça qui compte. Oui. Voilà. Et donc l'écart entre les deux se creuse de plus en plus. Oui. Parlons du pouvoir des médecins d'ailleurs aujourd'hui, par rapport précisément au marché. Ce pouvoir a complètement changé. Alors vous parlez du pouvoir des médecins ou du pouvoir de la médecine? Du pouvoir des médecins par rapport aux patients précisément. Alors la médecine a un énorme pouvoir. Puisqu'on est en train de faire de notre société une société qui est malade de façon permanente. Hein. Donc la médecine s'est imposée au sens où on a toujours besoin d'elle, puisqu'il y a une omniprésence de la maladie. Hein. Plus une société est objectivement en bonne santé, plus la maladie est omniprésente. Ça, c'est intéressant quand même. Alors, d'un point de vue de la médecine, on peut considérer que c'est un échec puisqu'on a raté le but, puisque tout le monde est toujours malade. Oui. Par contre, c'est un succès au niveau commercial, hein, puisque vous avez en permanence une augmentation de l'offre et de la demande. Ouais. Donc pourquoi, justement, en raison de quoi? De la technologie précisément aussi, par rapport aux outils qui nous sont donnés? Parce que je crois qu'il y a une demande il y a une demande de la part du public de ne jamais être malade. On doit jamais tomber malade. Mmh. Et puis il y a une offre considérable de projets pour ne jamais tomber malade. Hein. On vous propose des tas de solutions pour ne jamais tomber malade. Prenez ça, vous n'aurez jamais d'accident cardiaque. Prenez ça, vous n'aurez jamais de maladie neurodégénérative. Et prenez ça, entre guillemets, vous ne mourrez jamais. Donc là, c'est très vendeur. Ça, c'est très vendeur. Donc forcément, quand vous avez un énorme marché, vous avez un énorme pouvoir devant les décideurs, simplement. Il faut savoir que le marché de la sanitaire dans les pays occidentaux, je crois que c'est 10 ou 11% du PIB. Donc, par rapport aux décideurs politiques,
on n'est jamais négligeable quand on offre un tel marché. Dominique nous dit ceci, est-il possible un jour que les médecins puissent avoir devant eux non pas un patient ou pire un malade, mais une personne à part entière, une personne qui a une maladie et non quelqu'un qui est malade? Avoir une maladie est bien différent d'être malade. Quand les médecins nous aideront-ils à sortir de cet état d'être? Ça, c'est la question, donc c'est ce que l'on disait au début de l'émission, c'est tout l'écart qui va en se creusant entre les sciences biomédicales et le soin individualisé. Notre but de praticien, c'est d'améliorer le soin individualisé, sans bien sûr dénigrer jamais la science dont on a besoin, et en remettant toujours le patient au centre du problème clinique, parce que il y a quand même au départ une plainte en théorie, bien que maintenant la majorité des pathologies décrétées par la médecine sont sans plainte. Mais au départ, quand on voit un patient, c'est parce qu'à l'origine il y avait une plainte et on doit s'attacher à cette plainte et à rien d'autre. On a quand même une drôle de relation avec notre organisme aujourd'hui, Luc Perrineau, dans nos pays occidentaux en particulier, parce qu'on considère que l'organisme est potentiellement un ennemi. Voilà. Alors là, c'est très intéressant. C'est toujours, on peut faire le rapport toujours avec la révolution pasteurienne. L'ennemi était externe, il est devenu interne. Ouais. Chaque protéine, chaque gène, chaque synapse, chaque métabolisme est un ennemi potentiel qui va un jour dysfonctionner. C'est intéressant d'un point de vue philosophique et je trouve ça passionnant. On n'a que des ennemis internes en nous. Ils sont en nous. On les recherche toujours, même s'ils ne doivent jamais se manifester. On est à l'affût de celui qui va nous. Luc Perrineau, vous évoquez cette notion intéressante de porteur sain. Ça poursuit cette idée justement que l'organisme est potentiellement un ennemi, en tout cas qu'on l'envisage mal. Voilà. Alors la notion de porteur sain, c'est très intéressant parce que on s'est rendu compte très vite qu'on avait en nous énormément de microbes pathogènes, mais qui ne donnaient pas de maladie. Et donc ça, c'est intéressant parce que là, on est dans la médecine évolutionniste. C'est-à-dire qu'on peut vivre en équilibre avec plein d'ennemis, même externes, qui deviennent internes. On peut vivre en équilibre. Et alors, dans le cancer, on aurait dû intégrer cette notion de porteur sain. C'est-à-dire que l'individu, et vous comme moi, au moment où je vous parle, nous sommes porteurs sains de nombreuses cellules cancéreuses. Ouais. Vous comme moi j'en suis certain, vous peut-être, je ne sais pas, moi j'en suis certain. Nous sommes porteurs de cellules cancéreuses, mais nous sommes des porteurs sains de cellules cancéreuses. Donc c'est intéressant d'intégrer cette notion. Ouais. Est-ce qu'on admet cette idée aujourd'hui? Les médecins comme les patients, d'ailleurs, on a du mal à admettre ça. Ça, c'est très difficile à faire admettre. Quand on dit ça, on passe pour un marginal, on passe pour un irresponsable, comme on m'a dit souvent, parce que si on dénigre l'idée que le cancer, à partir du moment où il a mis sa première cellule dans l'organisme, va irrémédiablement et inéluctablement entraîner une mort atroce dans les mois ou années qui suivent, si on conteste cette idée, on est un irresponsable. Alors qu'au contraire, il faut se dire, mais non, soyons sereins par rapport à ça. Nous sommes un organisme qui est un écosystème complexe lui-même et qui est porteur sain de beaucoup de choses potentiellement dangereuses, comme des microbes, des cellules cancéreuses. Alors là, il y a un vrai problème éthique avec ça, avec les outils d'ailleurs, parce que avec le dépistage précoce et le fait de pouvoir de plus en plus précocement détecter des cellules cancéreuses, alors que peut-être que ces cellules ne développeront jamais de pathologie grave, on est face à un vrai problème. Parce que est-ce qu'il faut informer les gens très tôt, et en tout cas les outils le permettent aujourd'hui? Alors je dirais que par rapport à ça, on est devant un problème absolument insoluble. Pour des raisons politiques, éthiques, démagogiques, commerciales, mercatiques, tout ce que vous voulez. Mon petit cerveau n'y suffira pas, j'y arriverai pas. Vous avez peut-être des pistes à nous livrer quand même. J'ai des pistes, mais... il y a surtout des exemples très particuliers. On est devant un problème insoluble parce que vous ne pouvez pas faire comprendre à quelqu'un, et c'est toujours très douloureux même par rapport aux patients de dire ça, quelqu'un par exemple qui a eu un dépistage du cancer du sein, on va dire, les plus emblématiques, ou de la prostate, peu importe. On lui a trouvé des cellules cancéreuses dans son organe, dans son sein, dans sa prostate. On lui a enlevé, ce qu'il fallait faire, évidemment. Une fois qu'on les a trouvés, il vaut mieux les enlever, c'est normal. Et il n'a plus rien et il se considère comme guéri. Et vous ne pouvez pas lui faire admettre, c'est impossible à admettre au niveau mental, au niveau personnel, que peut-être si on n'avait pas fait de dépistage, qu'on n'avait rien fait, il serait dans le même état. C'est impossible à faire comprendre, y compris aux médecins, y compris aux grands universitaires. On doit chercher la cellule cancéreuse, on doit la traquer, on doit l'enlever. Alors, Alors aujourd'hui, c'est déjà, on est arrivé à un point critique au niveau de la relation médecine-société, on est arrivé à un vrai point critique, mais je pense que ça va être un moment très grave et ça va peut-être se régler tout seul, c'est qu'actuellement on est capable, par exemple, de dépister, les cellules tumorales circulantes. C'est-à-dire dans le sang. C'est-à-dire qu'on va vous faire une prise de sang au laboratoire, c'est déjà pratiquement opérationnel, pas tout à fait, mais presque,
et on va trouver les cellules cancéreuses circulantes. C'est-à-dire qu'en gros, je peux vous prédire à peu près avec certitude que dans moins de 20 ans, il n'y aura plus une personne vivante dans ce pays qui ne sera pas porteuse d'un cancer. Ouais. Donc là, il faudra peut-être prendre une décision au niveau de notre sécurité sociale pour pas se mettre à donner de la chimiothérapie à tous ces gens-là. Là, on aura un problème financier qui va apparaître. Non, c'est un problème crucial aujourd'hui. C'est un problème majeur, mais il y a derrière ça aussi un pouvoir marchand considérable. Et le plus mauvais aspect de nos démocraties, hélas, qui est la démagogie. Le plan cancer, c'est très démagogique, on peut pas s'en passer. Imaginez qu'on dise on arrête les dépistages de masse aujourd'hui, ce qui serait scientifiquement sans doute pas une mauvaise chose, j'ose pas dire une bonne, mais je dirais pas une mauvaise, mais d'un point de vue politique démagogique, c'est inacceptable. Merci Luc Perrineau pour ce mot de fin de cette émission. Bon retour à Lyon, merci d'être venu. Fin de la seconde écoute. Vous avez maintenant 1 heure pour préparer le compte-rendu et la présentation personnelle.